Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La mort de Sean Connery, il y a quelques semaines, a marqué les consciences. À travers ses plus grands rôles, l'homme en était venu à incarner une certaine idée de la virilité au cinéma. À travers ses rôles, à travers son style, l'homme appartenait à un autre temps. De James Bond à Jim Malone, il a marqué l'histoire du 7e art. Ce qui m'a donné envie d'en savoir plus sur l'évolution de la masculinité au cinéma dans un monde qui croit de moins en moins à sa légitimité. De la virilité à la fluidité, comment se représente-t-on la masculinité au grand écran? Pour en parler, je reçois Arthur de Vatrigan, journaliste et critique de cinéma, qui consacrait justement à ce grand acteur un très bel article dans les jours qui ont suivi son départ. Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Alors, question première, lorsque Sean Connery décède, vous faites un papier en forme d'hommage, en forme d'éloge. Que représentait-il dans l'histoire au temps où nous en sommes rendus, que représentait-il dans l'histoire du cinéma? Que représentait Sean Connery à travers ses différents rôles, à travers son personnage? Déjà, Sean Connery, je pense que c'est l'enfance de beaucoup de monde, de beaucoup de personnes qu'à sa mort, c'est-à-dire il y a que quelques mois, qu'on avait 20 ans, qu'on avait 40, qu'on avait 60, fait partie de notre imaginaire cinématographique. Et on a connu Sean Connery sans barbe et Sean Connery avec une barbe. Sean Connery, c'est 40 ans de carrière et des rôles de jeunes loups aventuriers, des rôles de papa et des rôles de grands-parents. Donc déjà, ça a marqué beaucoup de générations par ça. Et en effet, ce que vous avez très bien rappelé dans votre introduction, c'est Sean Connery, c'est une certaine idée de l'homme, un certain héroïsme idéal aussi, parce qu'il incarnait toujours des héros, parfois même anti-héros, mais c'est toujours cette masculinité un peu héroïque qu'on retrouve, qui a été façonnée évidemment par Hollywood et qu'on a retrouvé pendant 5-6 générations de films et dans différents genres qu'il lui-même a incarné d'ailleurs. Alors, Hollywood a marqué, avec des personnages justement comme James Bond et quelques autres, l'imaginaire collectif. On pourrait dire quelle est la grande époque de cette masculinité héroïque, de cette masculinité virile dans l'histoire du cinéma hollywoodien, et quels sont les différents types de cinéma qui incarnaient d'une manière ou de l'autre cette figure classique du masculin? Alors, je suis pas certain que cet héroïsme est complètement disparu, et que cette figure est complètement disparue. Si on revient un peu à l'origine, pourquoi Hollywood a façonné en fait cet héroïsme masculin? C'est par le western. C'est le western qui est l'origine de tout. Le western, c'est les premiers films d'Hollywood. Et le western a cette particularité en fait d'être né avec le cinéma, un art qui lui-même débute au moment où la conquête de l'Ouest se termine. C'est pourquoi que, notamment, si vous regardez le film My Darling Clementine, John Ford, le réalisateur, a recueilli directement le témoignage de Wyatt Earp qu'il a côtoyé. Et en gros, les westerns, dans la première époque, mythifient la réalité. Ils transforment les petites bagarres en combats épiques, des petits règlements de compte en règlements de compte crépusculaires. Ils exaltent l'épopée de ces hommes. Et c'est pour ça qu'on a toute une première partie de film entre 30 et 40 qui exalte ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains n'ont pas leurs 3 mousquetaires, ils n'ont pas l'Iliade et l'Odyssée. Et le western va participer à la façon dont les Américains se sont pensés eux-mêmes, se racontant à la fois en tant que nation, mais aussi en se dévoilant l'ancien monde, avec une histoire faite de légendes et de terres promises. En fait, le western permet aux Américains de s'offrir ce qu'ils ne possédaient pas, c'est-à-dire des Alexandres. L'ancien monde à Ulysse, à D'Artagnan, les Chevaliers de la Table Ronde, Robin des Bois. Les Américains, ils vont s'inventer Wyatt Earp, Buffalo Bill, Davy Crockett, Pat Garrett, Billy the Kid, Jesse James, tous ces personnages-là, qui vont devenir ensuite des icônes incarnées par des acteurs, John Wayne, Gary Cooper, Kirk Douglas, Errol Flynn, voilà. Et en fait, comme les mousquetaires, comme les chevaliers, comme Hercule, pour toute l'imaginaire passé essentiellement par la littérature en Europe, le cinéma va créer cet imaginaire-là et donc va créer cette figure du héros, parce que va offrir du rêve, notamment les enfants. Quand vous, enfants, vous lisez Chrétien 3, les Américains, eux, regardent les films de John Ford et regardent Jesse James, et regardent Wyatt Earp. Donc, à partir c'est pour ça Hollywood façonne cette figure héroïque masculine. Et à partir de 50,
la figure du cow-boy va un peu faire sa mue et va devenir ce Paul Lonesome cow-boy, vous savez, qui s'évade comme ça au crépuscule, et va devenir un peu plus fragile. Mais ce héros-là, qui est façonné par le western, va ensuite exister dans différents genres. On va le retrouver dans les polars, évidemment. On va le retrouver dans les films d'aventure. On va le retrouver, donc le western va perpétuer également, je pense, 70. On va le retrouver dans différents genres, mais toujours ce héros-là, façonné au départ par le cow-boy. Parce que le cow-boy, c'est qui? En fait, c'est un héros qui travaille à se détruire parce qu'il n'existe que parce qu'il y a un espace vierge à civiliser, mais qui est lui-même incapable de civiliser. Et donc, il y aura toujours cette fragilité en lui. Et donc, je pense, moi, que le héros masculin, dans le cinéma hollywoodien, sera toujours ce héros viril, mais fragile. Et c'est parce qu'il est d'autant plus viril que sa fragilité est touchante. En fait, c'est pas le héros, c'est pas Chuck Norris ou c'est pas Steven Seagal, comme certains ont essayé de nous le faire croire. Ça existait dans les années 85-95. Le héros, si on reprend les icônes, c'est John Wayne, c'est Clark Gable, c'est Humphrey Bogart. C'est des héros, évidemment, ils sont tous fluides, mais ils ont tous une fragilité. Et vous reprenez tous les héros dans tous les genres de films, ils sont tous un peu comme ça. Et ça n'a pas complètement disparu, et je désespère pas que ça continue. Alors, vous évoquez la figure du western qui est typiquement américain, qui est lié à l'imaginaire des États-Unis, qui est lié à l'histoire d'Hollywood, mais Hollywood va se développer en s'appropriant aussi l'imaginaire du vieux monde. Et pour en revenir à Sean Connery, on peut dire que la figure de James Bond, c'est probablement la puissance matérielle ou c'est la puissance industrielle d'Hollywood, mais qui se réapproprie une première fois, il y en aura d'autres, l'imaginaire, donc dans ce cas-là, l'élégance du vieux monde, tout comme on pourrait dire que beaucoup plus tard, avec les Seigneurs des Anneaux, on se réapproprie l'imaginaire archaïque de l'Europe du vieux monde avec les moyens hollywoodiens, mais est-ce qu'on peut voir dans le personnage de James Bond, de ce point de vue, une forme de point de rencontre entre les codes culturels de l'élégance européenne avec les moyens de fabrication et de fabrication de mythes du cinéma américain? Ah oui, tout à fait. Bien, le James Bond, c'est l'homme de l'Occident, quoi. C'est le viril, héroïque, que les femmes aiment et que les femmes détestent en même temps, qu'on aimerait avoir comme amant et pas forcément comme époux, et qui les protège la veuve à l'orphelin, et qui est tout seul, et qui part. On est un peu dans l'imaginaire aussi chevaleresque. Et Hollywood, je veux dire, le cow-boy, c'est un chevalier en fait. C'est un chevalier qui peut être un peu viril, qui peut être parfois un peu rustre, mais qui sera pas forcément un gentleman, mais il y a toujours cet idéal de protéger la veuve à l'orphelin. Et après, qui développera avec un peu plus tard, on développera la galanterie. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai échangé il y a pas très longtemps avec un cinéaste français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Emmanuel Mouret, qui fait ses films les plus connus sont Mademoiselle de Jonquière, et son dernier qui est sorti il y a quelques mois s'appelle Les choses qu'on fait, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et qui m'expliquait que lui, il a découvert la notion de gentleman au cinéma. Par Hollywood avec les films, vous savez, des années 40, les films de Capra avec Jon Stewart, avec Cary Grant. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas et qu'il a découvert par le cinéma. Donc on retrouve évidemment ça dans James Bond, et c'est pas quelque chose qui a été inventé par Hollywood. Ce sont des codes qui sont allés piocher dans l'imaginaire évidemment du vieux monde, et dans la culture et dans la littérature du vieux monde. Alors, vous évoquez justement la figure de James Bond qui est associée à Sean Connery, et pourtant, et je reviendrai dans quelques instants sur Sean Connery, mais vous avez évoqué aussi il y a quelques instants des héros des années 80, Steven Seagal, Chuck Norris, ces personnages-là. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, ça c'est retour aux États-Unis dans la forme la plus vulgaire ou la plus plébéienne, dans le mauvais sens du terme, de l'imaginaire américain, une forme de masculinité du nouveau monde, brutale et sans raffinement? Oui, et ça n'a pas duré très longtemps, hein, d'ailleurs. Je suis pas un historien du cinéma, mais si on date, ça doit être 85-95, sur 10 ans. Et encore, on est sur beaucoup une sorte de là, on est vraiment dans ce que Hollywood peut faire de pire, c'est-à-dire dupliquer pour des questions de rentabilité un faux modèle. Parce que si on regarde ça vient d'où en fait? Ça vient Rambo et Rocky. En gros, c'est Stallone qui crée ça. Sauf que Rocky et Rambo, en tout cas dans les deux premiers opus, ne sont pas uniquement des muscles. Je vous rappelle que Rocky, on est tous émus quand Rocky est sur la patinoire en train de draguer Adrian, et Rambo s'effondre en larmes à la fin dans le premier épisode. Mais suite au succès immense de ces deux films,
il va y avoir un espèce de petit virage pour faire du film bourrin, parce que ça fait des rentrées, parce que c'est ce qu'on appelle un acteur bankable qu'on met sur le haut de l'affiche. Et lui, en tout cas ces personnes-là, ces acteurs-là, vont dans leur petite mégalomanie, vont se voir sauver le monde à chaque fois, et vont perdre de leur distance, vont perdre de leur sincérité, vont perdre de leur ironie, et vont perdre aussi un peu d'humanité en se mettant en scène uniquement en espèce de justicier un peu bransonien, pas très intéressant, où le principe est juste de montrer à l'écran les muscles saillants, les grosses armes et des explosions. Mais c'est une période qui est heureusement assez courte dans l'histoire du cinéma. Et qui d'ailleurs va devenir un peu différente après, parce que ceux qui vont prendre le relais de ça, c'est qui c'est la série des Die Hard, c'est Bruce Willis. Et Bruce Willis va redonner de la distance, de l'humour, de l'ironie et de l'humanité à ces personnages-là. Alors justement, vous évoquez, donc c'est une période assez brève, donc on retrouve la figure appelons ça, du héros masculin que vous évoquiez dès le western. C'est toujours un héros avec sa part de fragilité, c'est-à-dire qui accepte le rôle qu'on lui prête, même s'il n'en a pas nécessairement envie, qui a sa blessure, mais qui la transcende pour passer à l'attaque, pour faire ce qu'il doit faire, ce qui est un peu le personnage de Bruce Willis dans les Die Hard et ainsi de suite. Jusqu'à quel moment peut-on dire cette espèce de retour d'une figure classique du masculin dans le cinéma? Jusqu'à quel moment on va voir ça et à quel moment on bascule ensuite dans ce qu'on pourrait appeler peu à peu le masculin déconstruit et le glissement progressif vers la fluidité d'aujourd'hui? On pourrait peut-être dater début des années 2000, et encore, je suis même pas certain, parce que évidemment, on a tendance à dire aujourd'hui, et c'est ce qu'on entend d'ailleurs de la partie de tous ces intellectuels progressistes, c'est cette idée de masculinité hégémonique qui permet de perpétuer l'affreux patriarcat et la domination sur les femmes. Sauf que dans les faits, si on regarde bien, les icônes aujourd'hui, c'est qui c'est-à-dire les icônes, c'est-à-dire les acteurs qui sont demandés par les marques pour faire de la publicité. Ce sont des personnes qui sont tous sauf fluides. C'est des personnes comme Bradley Cooper, par exemple. C'était il y a quelques années George Clooney. C'est encore aujourd'hui Brad Pitt. Je ne vois pas, malgré tout l'admiration que j'ai pour le film Juno, je ne vois pas Ellen Page, appelée aujourd'hui Elliot Page, devenir une icône d'une marque pour promouvoir quelque chose. Donc, on peut vous dire qu'il y a une bascule sur le personnage du héros, mais je ne suis pas certain que ça soit uniquement dû à une idéologie qu'on appelle l'idéologie dominante, qui est assez juste, qui veut venir, qui essaye de passer par Hollywood pour inoculer de l'idée et leur idéologie sur la masse. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut pas oublier ce que c'est que le cinéma. Le cinéma, c'est une industrie populaire. Donc, c'est-à-dire ça touche le plus grand nombre. Et vous ne pourrez pas faire croire au plus grand nombre que 1 égale 3. C'est pas possible. Ça peut marcher à Sciences Po, ça peut marcher à l'université, ça marchera peut-être sur les deux lecteurs des Inrecuptibles ou de Libération, mais ça ne marche pas auprès du grand public. Et la preuve, si vous regardez ce qui marche au box-office encore aujourd'hui, en 2020 pour la France, parce que les États-Unis ont complètement fermé, les 3 premiers films sont Tenet, 1917 et Bad Boy for Life, qui sont tous des films fluides. Et en 2019, le box-office mondial, on a les Avengers, on a Spider-Man, on a Captain Marvel, on a Fast and Furious, et on a évidemment le Roi Lion et la Reine des Neiges, parce que c'est l'industrie Disney. Donc, si on ne retrouve pas la figure, en tout cas une icône qui se détache, parce qu'il y a le rôle et parce qu'il y a l'acteur, on n'est pas pour autant sur une figure masculine et héroïque qui est complètement déconstruite et réécrite. On n'en est pas encore là, et je suis pas certain qu'on y arrive, heureusement. Vous avez évoqué très justement, parce qu'on devait y arriver inévitablement, toute l'industrie, appelons ça du super-héros, l'industrie Marvel, hein, qui est en train, qui a des effets sur la culture populaire, comme on le voit de plus en plus. Quelle est la représentation du masculin? Quelles sont les représentations de l'héroïsme? Quelles sont les représentations du conflit, du combat à l'intérieur de cet univers du super-héros? Est-ce que ça reprend les codes classiques en les transposant dans un univers dédoublé? Ou est-ce que ça transforme, parce qu'on est dans un monde parallèle, les représentations classiques, archaïques du masculin et du féminin? Alors, sur Marvel, alors encore une fois, je pense que nous sommes quand même sur le héros, le super-héros est donc un super-héros. Il y a quand même des codes du héros au départ, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est plus fort que les autres,
et ça passe par la force physique aussi, plus les super pouvoirs. Sur Marvel, il y a quelque chose qui est un peu amusant à regarder, c'est qu'il y a le Marvel Comic Books et puis ensuite le Marvel Cinéma. Le Marvel Comics Books, dans les années 2010, le Marvel ont accéléré à partir de 2010 les changements des personnages traditionnels qui étaient en gros tous coupables d'être blancs et hétérosexuels. Et donc on a Thor qui est devenu une femme, on a l'armure d'Iron Man qui est désormais habitée par une adolescente afro-américaine, on a Hulk qui n'est plus Bruce Banner mais Amadeus Cho, un américain d'origine coréenne, et on a Wolverine qui lui est remplacé par une femme. Sauf que ces comics se sont pas vendus. Ils se sont pas du tout vendus. Résultat, Marvel Books est en train de revenir à des choses plus classiques. Et aujourd'hui, dans le cinéma, on n'était pas encore passé à ça. Alors même si on a évidemment des super héroïnes avec notamment le dernier X-Men qui était consacré à une héroïne, on a Wonder Woman évidemment. Ce qui en fait a surtout changé dans les Marvel, c'est que vous avez plus, en tout cas dans les derniers, vous avez plus de héros solitaires. On a eu les Spider-Man, on a eu les Thor, et aujourd'hui on a les Avengers et les Captain America, où vous vous retrouvez avec une multitude d'héros. C'est ça qui est un peu différent en fait de ce qu'il y avait avant. Mais globalement, le Captain America et Thor, c'est des types qui font 1 m³ et qui sont bourrés de muscles. Hein, et en plus d'avoir des super pouvoirs magiques. Mais comment interprétez-vous, c'est très intéressant ce que vous évoquez, comment interprétez-vous ce basculement du héros solitaire, disons ça comme ça, ou du héros typé, à ces héros en grappe, ces héros en meute, ces héros qui travaillent en équipe? Qu'est-ce que ça nous dit, cette espèce de basculement sur la représentation de l'héroïsme, de la représentation du sauveur au cinéma? Bah, je sais pas derrière s'il y a vraiment une idée. On est quand même au cinéma dans une idée aujourd'hui qui est plus une consommation un peu effrénée de l'art, quoi. Si vous regardez je parle uniquement dans les salles, je parle même pas des plateformes numériques, des plateformes de streaming qui sont en train de prendre le pouvoir. Entre 1950 et 1970, vous aviez environ 7 films par semaine. En 2019, vous êtes à 15 films par semaine, fois 2. Et vous ajoutez à ça les plateformes numériques. On est quand même dans une surenchère de sorties de films, et en plus, dans ceux qui marchent, une surenchère de moyens. Et donc, il y a aussi un calcul financier qui est de dire on va faire comment faire plus que ce qu'on a fait maintenant. Quand vous avez fait les Batman, quand vous avez fait les Spider-Man, quand vous avez fait Thor et quand vous avez fait X-Men, comment faire plus? On va prendre tous ceux qu'on a fait puis on va les mettre dans le même film. Donc on va se faire encore plus d'argent parce qu'il faut aller toujours plus loin. Alors je suis pas certain, et peut-être qu'il y a une idéologie qui est cachée derrière. Mais moi, je vois plus une logique financière et une logique de marché à ça. Et ce qui fait d'ailleurs, c'est que si on a encore un semblant de figure héroïque masculine, on n'a plus d'icônes d'icônes et d'acteurs derrière. Parce que c'est quand vous interprétez un cow-boy, quand vous interprétez un voyou, quand vous interprétez un policier, et quand vous interprétez un aventurier comme Indiana Jones, l'acteur est hyper important, quoi. Il y a un casting qui est le casting ne doit pas être raté. Quand vous interprétez un super-héros, derrière son armure, derrière son masque, on a quand même l'impression que le personnage qu'il interprète, l'acteur peut être interchangeable. Et donc si on a des figures un peu héroïques, on a quand même perdu l'icône parce qu'il n'y a plus de rôle à interpréter. Les icônes les icônes d'avant, à savoir Gary Grant, Cooper, Delon, McQueen, Brando, Mastroianni, Brad Pitt, on n'a plus trop ça, quoi. Il en reste quelques-unes, mais on n'a plus ces personnages-là qu'on allait voir parce que c'était un film avec Clooney, c'était un film avec Brad Pitt, c'était un film d'Eastwood, c'était un film avec Bruce Willis. On a perdu un peu de ça. Alors, vous avez évoqué justement un personnage vers lequel je voulais vous conduire, c'est Clint Eastwood. Alors, Clint Eastwood, qui est connu dans l'imaginaire d'abord à la manière de l'inspecteur Harry, d'abord et avant tout, donc celui qui fait le sale travail, qui fait le sale boulot, l'homme dur parce qu'il doit l'être, parce que les institutions ne sont pas à la hauteur. Et, quelque part dans les années 90, peut-être avec Impardonnable, devient un personnage plus fragile, un personnage à tout le moins plus ambigu, un personnage qui cherche plus subtil peut-être. Est-ce qu'on peut voir à travers un personnage comme Clint Eastwood aussi une évolution des représentations, à la fois du sauveur parce qu'il jouait ce rôle, à la fois du masculin parce qu'il incarne aussi une forme de figure masculine forte? Est-ce que Clint Eastwood, on a évoqué Sean Connery d'abord, mais est-ce que Clint Eastwood est un autre personnage que l'on peut suivre pour voir l'évolution des représentations du masculin et du héros dans le cinéma américain? Alors je pense que Clint Eastwood, c'est la dernière grande légende vivante.
encore aujourd'hui. Il a pas loin presque 93 ans et d'ailleurs il est déjà en train de faire son prochain film, ce qui est une longévité assez étonnante. Après, Clint Eastwood, c'est un personnage qui est très un cinéaste qui est très libre. On a voulu lui coller des étiquettes, on lui en a collé beaucoup. Parce que c'est vrai que son premier personnage était le blondin dans les films de Sergio Leone, et qui pour le coup lui était vraiment une sorte de caricature un peu de héros masculin. Il ne parlait pas beaucoup, il avait peu de fêlure, voilà, il était assez placide. Ensuite, il y a eu l'inspecteur Harry en effet, mais n'oublions pas le dernier inspecteur Harry, qui est réalisé par Eastwood lui-même, où le personnage le plus important est une femme dedans. Et en fait, si vous voyez, c'est dès sa première réalisation, Eastwood va faire des pas de côté, il va essayer de déstabiliser un peu son premier film, raconte une romance. Il n'est pas du tout dans l'imaginaire, en tout cas dans les étiquettes qu'on a essayé de lui coller tant bien que mal. Et vous parlez d'Impardonnable, qui est pour à mon sens le plus grand film d'Eastwood, un film merveilleux. Mais avant Impardonnable, qui est sorti en 92, vous aviez déjà d'autres films qui montraient un héros masculin un peu différent. Vous avez ce très beau film un peu méconnu de Eastwood, qui est Oki Tongman, qui est un vieux chanteur de country, absolument magnifique. Voilà, qui transmet à son neveu. On est dans la figure un peu, alors il a un chapeau de cow-boy, c'est pas un cow-boy, c'est un chanteur, mais qui parcourt la route pour aller jusqu'à Memphis pour enregistrer un dernier disque, et qui a tuberculose. Et il y a évidemment Impardonnable, qui pour le coup là, ce qui est fascinant dans Impardonnable, c'est qu'il prend tous les codes du western. On dirait que c'est une somme de western. Il prend tous les codes du western, qu'il a lui-même mis en scène dans Pale Rider, qui est dans 85 ou 86, et puis il conclut là-dessus, quoi. Il ferme un peu avec son personnage, qui est un affreux tueur, qui a une début de rédemption par sa femme, et qui qui a agi à des enfants, et les démons vont ressortir parce qu'il va vouloir venger l'honneur d'une prostituée. Donc on est quand même dans cette relation homme-femme, et un peu ce chevalier qui va protéger l'orphelin. Mais chez Eastwood, il y a toujours un truc en plus, quoi. C'est vrai que là, ce personnage-là est un ancien tueur, et les démons se révèlent. Mais vous avez ensuite, si vous regardez, chez Eastwood, vous avez surtout Sur la route de Madison, qui est une romance que seul Clint Eastwood pouvait faire avec Meryl Streep. Et si vous voyez la scène finale, donc Clint Eastwood, qui est le misogyne comme tout le monde a voulu, certains en tout cas ont voulu lui coller cette étiquette, la scène finale, vous voyez Clint Eastwood qui est tout seul sous la flotte, trempé, à attendre que Meryl Streep veuille bien sortir de sa voiture pour le rejoindre. Dans la démystification du héros masculin patriarcal et qui domine la femme, il y a quand même mieux. Sauf que Clint Eastwood reste quand même masculin. Voilà, on est dans le héros fragile. On est dans le héros qui a des fêlures. Et ça, Clint Eastwood l'a toujours fait dans sa carrière. Hein. Plus il avance, plus il parle de ça, et puis d'ailleurs plus il parle de la mort. Donc ça devient encore plus le héros est encore plus de fêlures, et encore plus fragile, et donc encore plus touchant. Mais en tout cas, le héros eastwoodien ne sera jamais fluide. Ça, c'est sûr. Alors, justement, on arrive au temps présent, avant justement de toucher exactement cette figure de la fluidité qui est aujourd'hui valorisée à tout le moins par l'idéologie universitaire. Quel serait, vous dites, Clint Eastwood, c'est la dernière légende vivante du cinéma, mais qui sont, ce qu'on pourrait dire, les derniers personnages qui ont la capacité d'incarner ces figures classiques du masculin dans le cinéma? Vous avez évoqué George Clooney, Brad Pitt, ainsi de suite. Est-ce qu'on est vraiment derrière les derniers modèles disponibles, et ensuite quelque chose d'autre apparaît? Ou est-ce qu'on voit ça réapparaître d'une autre manière dans les séries télé, dans de nouveaux visages de la culture? Est-ce que finalement les codes traditionnels se recomposent même aujourd'hui au-delà des acteurs iconiques qu'on a pu connaître? Je pense que le héros va se réinventer. Il trouvera une existence parce que, encore une fois, qu'on le veuille ou non, la masculinité, elle existe dans le regard de quelqu'un, elle n'existe pas tout seul. Et elle existe dans le regard d'une femme, elle existe dans le regard d'un homme. Et vous parliez on parlait de Sean Connery au début. Sean Connery, une femme veut être l'amant de James Bond, veut l'avoir comme papa lorsqu'il est, veut l'avoir comme époux lorsqu'il joue ce Russe qui s'enfuit avec le sous-marin. Et veut l'avoir comme papa dans Rock. Et quand vous êtes un garçon, à 20 ans, vous rêvez d'être l'homme qui voulut être roi, et à 60 ans, vous rêvez d'être Malone. Voilà, vous pourrez jamais enlever ça aux gens, je pense.
Ces figures-là sont importantes. Évidemment qu'on essaye certains essayent de déconstruire ça, essayent de nous faire croire que oui, ça c'est. Mais vous enleverez jamais ça aux personnes. Ensuite, après on est quand même le problème, c'est cette idéologie que vous expliquez vous d'ailleurs très bien dans vos livres, hein, Mathieu. C'est cette volonté, cette dictature diversitaire. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on veut gommer toute norme. Évidemment que tous les hommes ne sont pas grands, ne sont pas tous forts, ne sont pas tous héroïques. Voilà, ça c'est évident. Et que toutes les femmes ne sont pas toutes belles et ne sont pas toutes Scarlett ou ne sont pas dans Autant n'emporte le vent, ne sont pas toutes Marilyn Monroe. Ça c'est évident. Ensuite, nous sommes au cinéma, donc au cinéma, on n'est pas dans la réalité, donc on n'est pas soumis au détecteur de fake news. Et le cinéma, c'est offrir un peu d'évasion, offrir un peu de rêve. C'est pas nous montrer une réalité qu'on vit tous les jours. Voilà, on veut pas de ça. Les gens ne veulent pas ça, ils vont pas voir ça. Et d'ailleurs, les succès depuis que le cinéma existe, ça n'a jamais été, l'ont toujours prouvé. Ensuite, je pense que ce que les progressistes ne supportent pas, c'est ce qu'ils appellent ces soi-disant stéréotypes de genre. Malheureusement, ce qu'ils oublient de dire, et ce qu'ils refusent peut-être de penser ou d'écrire, c'est que c'est l'universalité, quoi. La logique diversitaire, c'est que seul un gay peut parler à un gay, une femme à une femme, un pauvre à un pauvre, jusqu'au discours racialiste, un noir à un noir. Or, le cinéma, c'est l'art peut-être le plus accessible au monde parce que c'est 24 images par seconde. Vous n'avez pas besoin de faire d'études, vous n'avez pas besoin d'avoir une culture pour être touché par le cinéma. C'est un art qui peut être presque enfantin et l'émotion, elle est immédiate. Et donc, vous n'avez pas besoin d'être un mâle blanc hétéro de plus de 50 ans pour pleurer devant Interstellar lorsque Cooper, qui est Matthew McConaughey, encore un affreux masculin, regarde les messages vidéo de ses enfants. Je veux dire, pour comprendre cette émotion et pour pleurer, vous n'avez pas besoin d'être un père. Vous pouvez être une femme, vous pouvez être un ado, vous pouvez être un adulte sans enfant. Voilà. On n'a pas attendu les progressistes pour mettre en scène la vulnérabilité d'un homme et la force d'une femme. Ça a toujours existé dans le cinéma. Et ils pourront toujours déconstruire ce qu'ils veulent, nous faire croire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent sincèrement. Je suis pas certain que ça suivra parce qu'encore une fois, le cinéma, c'est une industrie populaire, donc de masse. Alors, question justement sur cette idéologie qui cherche à déconstruire néanmoins. Est-ce qu'il y a certains films iconiques qui représentent cette tentation de déconstruction, qui représentent de manière particulièrement vive la volonté de déconstruire, mais non pas sur le mode de la subtilité des êtres à la Eastwood, mais d'une volonté claire de déconstruire, d'abolir les figures classiques du masculin et du féminin, d'abolir en fait le masculin. Est-ce qu'on retrouve ça dans certains films qui ont eu un certain succès néanmoins? Je dis d'abolir, je devrais peut-être dire d'humilier, d'inverser, de déconstruire absolument. Oui, je réfléchis en même temps, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On a entendu que James Bond allait être une femme, on a entendu que Disney allait faire ci, allait faire ça, pour l'instant je les ai pas vus. Alors oui, dans La Reine des Neiges 2, c'est vrai que l'homme n'existe plus. A disparu, bon. Déjà dans La Reine des Neiges 1, c'est vrai que le concept du prince ou de l'homme héroïque n'existait pas vraiment. Il y avait le casseur de glace avec son reine, mais il était un peu mis de côté. Dans La Reine des Neiges 2, bon, ils ont carrément disparu. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a ? On a eu All Guard chez Netflix avec Charlize Theron, qui, voilà. Alors le principe, c'est quand même amusant, c'est de critique la masculinité virile, mais en fait veulent faire des femmes qui jouent les rôles d'hommes, ce qui est complètement absurde. Et donc il y a eu ce film-là, All Guard sur Netflix, mais qui n'a pas marché, qui n'est pas très intéressant. Il y a Wonder Woman qui est pas inintéressant parce que pour le coup c'est une vraie héroïne. J'ai pas encore vu le 2 parce que c'était plusieurs fois repoussé. Et c'est vrai que dans le 1, ce qui était amusant, il y avait un héros, parce qu'il fallait quand même un héros hollywoodien, mais Wonder Woman était plus fort que lui. Et donc c'est comment mettre en scène une héroïne plus forte que l'homme sans émasculer complètement l'homme non plus. Donc je sais pas si dans le 2 ils ont définitivement émasculé l'homme, ou si voilà, je ne sais pas, parce qu'il y avait quand même un sacrifice de l'homme à la fin. Donc mais comme ça non, je ne vois pas de films, en tout cas de films grand public ou de films qui ont marché ou de films avec des moyens qui ont mis en scène cette idéologie. J'ai pas d'idée, je vois pas de titres comme ça qui me viennent.
Alors, j'en arrive à ma dernière question. On a évoqué Sean Connery, on a évoqué Clint Eastwood, on a évoqué aussi des acteurs de nanar comme Chuck Norris et Steven Seagal. On a évoqué plusieurs figures. Pour vous, quel est le plus beau rôle masculin de l'histoire du cinéma? Je devine que je vous en demande un, vous en aurez 2 ou 3 en tête. Mais si je vous proposais les plus beaux rôles masculins de l'histoire du cinéma, lesquels vous viendraient à l'esprit? C'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Les plus beaux rôles de l'histoire masculin. J'aime beaucoup Humphrey Bogart dans Casablanca. Je trouve qu'il a une figure. J'ai toujours rêvé d'être Humphrey Bogart dans Casablanca et surtout j'ai toujours un doute sur la fin. Je ne sais pas s'il se sacrifie vraiment ou il se débarrasse de cette bonne femme qui l'ennuie. J'ai encore un doute. Le film, selon les heures et selon les jours où je le vois, j'ai pas la même interprétation. Donc ça m'amuse beaucoup. Ensuite, c'est vrai c'est compliqué quoi. J'ai une passion pour John Wayne dans la deuxième partie avec John Ford. The Searchers, la prisonnière des airs, que je trouve merveilleuse. Je trouve que c'est le héros solitaire qui en plus est tendance raciste et xénophobe. En fait, qui raconte, il revient chez lui, il a un passif douteux, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, il a fait des choses assez moches, et il revient chez lui, c'est-à-dire chez son frère, qui est avec ses enfants, et puis il repart faire une course, il revient, et les Indiens ont tué sa belle-sœur, son frère, et ont enlevé une de ses nièces, et lui, il va essayer de chercher sa nièce pendant des années. Et je trouve que c'est un personnage déjà de cow-boy merveilleux, et puis un personnage masculin avec toute sa splendeur et sa part sombre qui n'est pas du tout niée et qui est très qui m'a beaucoup touché, voilà. Mais sinon évidemment il y a Indiana Jones, mais ça c'est encore une fois c'est toutes les Madeleines de Proust quoi. Si vous regardez bien finalement, quand vous demandez à n'importe qui cette question-là, 95% va vous sortir des films qui ont marqué votre enfance ou que vous avez vu adolescent. Donc oui, voilà, je cite 3 films que j'ai vus enfant et adolescent et qui m'ont profondément marqué, que je revois encore avec plaisir. Et dernière question, parce que j'ai le temps de vous la poser. Si je vous demande si Jim Malone est le plus merveilleux personnage joué par Sean Connery, vous seriez d'accord ou non dans Les Incorruptibles? Ah oui, complètement. Ouais, il y a quand même débat et un peu... il y a une finale avec Henry Jones dans Indiana Jones. Oui, yes. Il y a débat. On va dire que la fin tragique de Malone fait que ça emporte tout, quoi. Ça emporte, et puis vous avez le baroque de ce magnifique film, et puis la mise en scène qui est merveilleuse, donc ça emporte, quoi. Il y a un côté tragique, très premier degré, cette mort affreuse avec cet affreux tueur qui a une tête de cadavre et qui avec son costume blanc, et on est tellement ravis qu'il soit jeté de la tour par Kevin Costner. Voilà, évidemment que ça l'emporte pour ça, mais que serait Indiana Jones sans Henry Jones, quoi? Que serait le 3 sans ça? Rappelez-vous quand ils sont tous les deux liés dans ce château allemand et qu'il y a un incendie, qui sont liés sur le fauteuil, c'est quand même une scène merveilleuse, quoi. C'est voilà, il y a tout là-dedans, quoi. Eh bien, Arthur de Vatrigan, c'était un immense bonheur de vous recevoir aux Idées mènent le monde, et j'espère vous recevoir à nouveau. Nous trouverons l'occasion assurément pour des sujets comme ceux-là. C'est toujours merci avec infiniment. Un grand plaisir. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.